Alors bonjour Oscar Freisinger. Bonjour. Donc voilà, on vous rencontre alors que vous avez une forte actualité puisque vous allez a priori devenir nouveau vice-président de l'UDC. Est-ce que vous le confirmez et c'est prévu pour quand? Alors je confirme, donc c'est prévu pour la semaine prochaine, donc samedi prochain, la direction du parti sera renouvelée. Avec un élargissement, donc il y avait jusqu'à présent une direction de parti de 7 membres, là on passe à 9 pour intégrer mieux les différentes sensibilités, les différentes régions, puisque c'est un parti fédéraliste, hein. Nous ne sommes pas très centralisateurs en Suisse, nous sommes très fédéralistes. Et ça va permettre à la Suisse romande de dédoubler sa présence dans la direction du parti. Donc je serai un des vice-présidents. Puis il y aura encore mon ami Claude-Alain Voiblet qui me rejoignera les rangs de la direction du parti. Ce qui fait qu'on pourra influencer quand même un peu plus fortement la direction prise par le parti, aussi les campagnes, la manière de communiquer, etc. Donc quelle va être votre première action symbolique ou... Est-ce qu'il y a ce genre de choses quand on devient vice-président? Est-ce qu'on a des actions à mener? Disons que là, il va falloir mener des actions soit au niveau communicatif, soit au niveau des contenus. On a différents objets qui vont se présenter automatiquement. Donc, ne serait-ce que notre lutte contre cette emprise grandissante de l'Union européenne sur la souveraineté du pays, notre gouvernement qui tente péniblement actuellement par la bande, hein, de reprendre automatiquement le droit européen, ce qui serait effectivement la mort à terme de la démocratie directe. Donc ce genre de choses, nous on se bat contre, parce que si le dernier lopin de terre libre dans cette Union européenne, dans cette Europe, distinguons quand même l'Union européenne du continent, disparaît, eh bien, vous avez détruit le moule, hein. Comment voulez-vous ensuite recréer la démocratie ailleurs, la démocratie directe ailleurs, si vous avez détruit le modèle? Et quelles sont les prochaines échéances en Suisse? Il y a une votation particulière? Ouais. Alors il y a une votation au mois de juin qui a été lancée par l'ASIN, c'est l'Association pour une Suisse indépendante et neutre, dont je suis membre du comité également. Et nous aimerions que le peuple s'exprime plus souvent sur les contrats internationaux, qui trop souvent sont utilisés pour justement mettre la démocratie directe hors jeu. C'est-à-dire qu'on signe des contrats internationaux qui ne sont décidé que par le gouvernement, voire éventuellement par le Parlement. Ensuite, il y a un référendum facultatif, mais bon, il faut rassembler 50 000 signatures. Alors nous, on estime que lorsqu'il s'agit de dépenses de plus d'1 milliard, ou lorsque les contrats en question sont une ingérence très nette dans le droit interne de la Suisse, le peuple doit être obligatoirement consulté. Pourquoi? Parce que lorsque le référendum est obligatoire, il faut la double majorité, non seulement du peuple, mais il faut aussi celle des cantons. Et les cantons sont ceux qui perdent le plus de prérogatives dans un pays fédéraliste lorsque l'État central signe des conventions internationales, parce que ça a des répercussions très claires sur l'autonomie des cantons. Donc faire passer un tel vote par la double majorité est beaucoup plus difficile que s'il y a uniquement dans un référendum facultatif la majorité du peuple qui est requise. Si je prends le contrat Schengen-Dublin, si ça avait été le référendum obligatoire, il ne passait pas parce que les cantons ont dit non. Le peuple a dit oui, mais les cantons ont dit non. Ce que vous appelez contrat, ce n'est pas des contrats économiques nécessairement? Ça peut être économique. Alors toutes les dépenses de plus d'1 milliard, ou toutes les dépenses récurrentes de plus de, je crois, 250 millions par année, récurrentes de 250 millions, devront être également soumises au peuple. Je vous donne un exemple concret, c'est les garanties que nous avons accordées au Fonds monétaire international pour, je crois, quelque chose comme 35 milliards, et on en a rajouté une couche, hein, et on estime que ça a quand même une incidence très très forte sur le pays et sur les citoyens et sur les impôts, parce que franchement on accorde là des crédits quasiment illimités à finalement un tonneau sans fond, hein. Je ne pense pas que le système va pouvoir se sauver en essayant de boucher les trous à coups de milliards comme il le fait actuellement. Il y a un moment, ce système-là va s'effondrer, et à ce moment-là les Suisses seront durement prétérités par le fait d'avoir souscrit à de tels montants. Donc ça, on estime que ça doit être soumis au peuple. Il y a un avantage aussi, c'est que si les négociateurs suisses savent que derrière, il y aura automatiquement un référendum du peuple, ils seront beaucoup plus prudents dans les négociations,
Et puis en plus, ça leur donne un argument face aux négociateurs européens en disant, mais écoutez, nous, on veut bien négocier, mais derrière, le peuple doit ensuite accepter ou pas. On a vu, par exemple, l'effet que peut avoir la démocratie directe en Islande, qui a refusé tout simplement, de payer les dettes qu'avaient contractées les banques, et qui se porte actuellement très très bien. Au contraire de la Grèce, qui, elle, accepte des crédits monumentaux, qui ne font que grever sa situation, et qui ne servent finalement qu'à péniblement honorer le service de la dette, mais qui en rien augmentent les capacités économiques ou des capacités de production du pays. Donc c'est pour moi, franchement, c'est une spirale qui va amener la Grèce là où elle aurait mieux fait d'aller tout de suite, vers la faillite. Elle aurait fait une faillite tout de suite, réintroduit la drachme, essayer de régler son problème selon les bonnes vieilles recettes du pays souverain, comme l'avait fait l'Argentine il y a 10 ou 15 ans. Bon, je pense qu'on aurait eu une solution. Là, non. Dernière question sur votre futur poste de vice-président. Vous êtes a priori seul candidat. Est-ce que c'est une élection à l'africaine ou... Non, mais c'est aussi un consensus. On discute entre nous. Il faut dire que le nombre de candidats est assez limité parce qu'en tendance, on préfère quand même que ce soit des élus fédéraux. Parce que l'élu fédéral, il est au cœur de l'action, il est au fait des dossiers, il est là où les décisions se prennent. Alors que si vous nommez vice-président quelqu'un qui est simplement membre dans une section, on avait eu ce genre de situation, ouais, il est un peu déconnecté. Et c'est beaucoup plus difficile pour lui d'être réellement efficace. Ensuite, il y a toute la capacité de communication, il y a le fait de parler plusieurs langues. Hein. Je parle également le suisse-allemand, pas seulement le Hochdeutsch, mais aussi le suisse-allemand, l'italien, l'anglais, etc. Il y a des facteurs comme ça qui font qu'on peut être plus efficace dans ce poste, éventuellement que quelqu'un d'autre. Et alors là, ça se discute. J'ai discuté avec les différents élus fédéraux, avec les sections, les présidents de sections, etc. Et un assez large consensus semble s'être dégagé pour dire, écoutez, voilà. Et la prochaine étape, c'est la présidence ou pas? Non, la présidence, c'est un parti quand même qui a sa toute grande force en Suisse allemande. Je pourrais le faire parce que je cause le suisse allemand comme les Suisses allemands. Mais on a un président qui est jeune, qui fait ça tout à fait correctement. Donc il n'y a pas de raison de remettre en question. Il s'appelle comment? Tony Brunner. Donc il vient de Saint-Gall, c'est un agriculteur. Il faut bien voir que notre parti a un fort ancrage agricole. Hein. C'est un parti qui est né dans les milieux plutôt agraires. Et donc, on ne peut pas se déconnecter de cette base-là. Donc, d'avoir un président issu de ces milieux-là était, je pense, quand même utile. Moi, je suis un intellectuel, je viens d'une toute autre frange, d'une toute autre sensibilité. Par contre, le fait d'avoir dans la vice-présidence des gens de ce type-là qui permettent une diversité de style, de provenance, de capacité de mobiliser de l'électorat, évidemment ça c'est intéressant. Mais la présidence, ce n'est pas une nécessité. Est-ce que vous qualifieriez l'UDC de parti populiste? Alors si, parler clair, proposer des solutions peut-être simples mais efficaces, c'est être populiste. Je veux bien être populiste, moi ça m'est égal. Si ne pas être populiste, ça veut simplement dire parler un langage abscon pour que surtout personne ne comprenne, régler tous les problèmes qui concernent les citoyens dans des petites antichambres entre gens de bonne compagnie, je préfère être populiste parce que moi ça c'est pas ma politique. Moi je pense que on travaille à visage découvert. Si on est dans un état de droit, une démocratie, on a le courage de ses opinions, on affiche clairement les choses. On parle de manière à ce que les gens nous comprennent, même s'il faut simplifier le discours. Le discours simple n'est pas nécessairement un discours idiot. Je vous rappelle que les meilleures chansons sont les chansons qui ont une mélodie assez simple, qu'on arrive facilement à chanter. C'est les chansons qui restent. Vous voyez, c'est la même chose en politique. Les phrases qui restent, des phrases souvent assez simples. Pas nécessairement toujours des phrases du type « casse-toi pauvre con », n'est-ce pas ça, ça, je laisse la spécialité à certains de l'autre côté de la frontière, mais on peut avoir des phrases simples qui expriment très clairement le nœud du problème. Au fond, vous pouvez réduire les problèmes économiques les plus complexes à des choix assez faciles. Hein. C'est ou bien ça ou bien ça. Choisis. Qu'est-ce que tu veux? Plutôt un État
je ne sais pas moi, pléthorique qui règle tous les problèmes des citoyens, etc. Puis tu réduis la responsabilité individuelle et c'est une sorte de matrice qui est imposée aux gens. Ou bien est-ce que tu penses plutôt que chaque individu doit plutôt développer son génie propre et puis que l'État n'est là que pour donner à tout cela une sorte de cadre aussi léger que possible? Voilà, c'est assez simple. Tout le monde peut comprendre ça. Puis ensuite, on peut parler des différents sujets, mais ça se situe toujours dans ce genre de fourchette. Donc, être populiste, oui, si ça veut dire être clair, ça veut dire se faire comprendre, si ça veut dire parler aux gens, et si ça veut dire essayer d'esquisser des solutions simples, sans maintenant aller commencer à expliquer des solutions que personne ne comprend. Parce qu'évidemment, quand personne ne comprend la solution, c'est que quelque part, les politiques elles sont en train de vous tordre. Donc, je préfère être populiste. Alors, venons-en à l'actualité française, avec évidemment les élections présidentielles. Juste avant, vous-même, vous aviez une actualité en fin d'année dernière, avec la sortie d'un nouveau livre, dont je suis l'éditeur, Antifa. Comment vous prenez le fait de ne pas avoir été invité dans les médias français, alors que quelqu'un comme Tariq Ramadan, par exemple, est un invité quasi permanent? Bon, ça c'est normal, donc Tariq Ramadan est considéré comme politiquement correct quand même encore par, je dirais, la plupart des dirigeants. On essaye, disons, de le considérer comme le musulman alibi de bonne compagnie, même si de sérieux doutes ça apparaissent et puis ça se craquelle tout le temps, mais quand même, alors que quelqu'un qui fait partie d'un parti de populistes, de souverainistes, surtout ce que l'on ne nous pardonne pas, c'est que nous ne sommes pas des mondialistes, c'est que nous ne sommes pas des gens qui pensent que les citoyens peuvent se passer de racines, d'identités, de frontières. Au contraire, nous désirons redonner ces lettres de noblesse à la souveraineté des États-nations, ce qui n'empêche pas une collaboration tout à fait positive entre des États-nations qui s'assument. Nous voulons redonner aux gens la conscience de leurs racines, la fierté de leur provenance, de leurs racines, de leur identité. Moi, je ne trouve rien de condamnable en cela. Ça ne veut pas dire rejet de l'autre. Ça veut simplement dire que je ne peux accepter l'identité d'un autre valablement que si j'ai d'abord accepté la mienne. Dès le moment où j'ai renié la mienne, je suis personne, mais l'autre, dans sa différence, il est personne non plus. Les deux personnes qui sont personnes, c'est le néant absolu, et c'est exactement ce que le multiculturalisme nous impose. C'est une sorte de néant, c'est une sorte de McDonaldisation de la culture, où tout se mélange dans un fatras qui devient difforme. En Suisse, on a un mets qui ressemble à ça, ça s'appelle le Bircher Müsli. Vous mettez tout dans la même, puis vous mélangez, ça donne pas vraiment quelque chose de très, de très esthétique, c'est clair. Mais pour revenir à ma question, donc quelqu'un comme Marine Le Pen, sans vouloir vous comparer, est quand même très invitée dans les médias alors qu'elle défend des idées quand même assez similaires. Mais vous ne l'êtes pas. Pourtant, Tariq Ramadan l'est. Donc et lui, il est suisse aussi, comme vous. Il vient de Genève aussi. Enfin... Ouais, mais Tariq Ramadan, il a d'abord de nombreux soutiens internationaux. Il y a Kwardaoui derrière lui qui finance, donc c'est quand même un empire financier. Ouais, non, mais lui, alors, ce genre de choses, il finance pas. Ça, lui, il s'occupe de son petit jardin secret qu'est la Suisse, et point. C'est d'ailleurs, je pense, une erreur. Il devrait élargir son champ d'action. Parce que le jour où nous serons entourés de pays qui, comme nous, connaissent la démocratie directe, les pressions sur la Suisse seront nettement moins grandes. Les peuples s'arrangent. C'est les politiques qui s'inventent des conflits pas possibles parce qu'il y a des intérêts particuliers en jeu. Actuellement, l'Union européenne essaye péniblement de sauver les instituts bancaires en se payant sur la bête, c'est-à-dire sur le contribuable. Je trouve ça scandaleux ce qui se passe en Italie quand on voit que c'est des anciens employés de Goldman Sachs qui prennent la tête de l'Italie et puis de la Grèce. Il y a quand même des soucis à se faire. Bon, alors là, je ne peux pas dire. Évidemment, je connais ça en Suisse aussi, cet ostracisme existe. Dès le moment où vous vous dites de droite et que vous vous assumez comme étant de droite, vous avez un gros problème de nos jours. Donc c'était comme il y a 30 ans, il ne fallait pas le faire au niveau de la gauche. Maintenant, c'est au niveau de la droite. Mais le pendule finit toujours par changer de côté. C'est possible qu'ici 10-20 ans, être de gauche sera considéré comme complètement ringard et c'est eux qui auront de la peine à apparaître dans les médias. Là, actuellement, c'est nous que ça touche. À nous de nous battre. Moi, dans les médias suisses, j'apparais assez fortement, il n'y a pas de problème. Et puis sur la France, bon, c'est parce que je suis élu en Suisse, c'est parce que, Tariq Ramadan, lui, parle souvent à des foules musulmanes françaises, directement, très souvent.
Donc il est un vecteur politique, qu'on le veuille ou non, même s'il a le passeport suisse, il est un vecteur politique d'influence en France, d'une influence néfaste. Puis c'est un homme ambigu et mensonger. Évidemment, il a deux visages. On le sait, il n'y a qu'à voir les enregistrements, devant quel public il fait le discours, et ça change complètement de ton. C'est pour cette raison. Et puis Marine Le Pen, elle est quand même candidate, elle était candidate à la présidence, elle dirige maintenant un parti qui est quand même le troisième parti de France, donc on ne peut quand même pas l'ignorer, même si on voudrait. Alors justement, les élections présidentielles françaises, donc là on est entre les deux tours, qu'est-ce qu'elle vous inspire? On ne vous a pas encore entendu dans les médias français à ce sujet. Alors, une fois de plus, on arrive à la situation bien connue, où tous les 5 ans, le Front National, subitement, sort de la boîte comme un épouvantail. Me voilà, qui fait peur à tout le monde, et est instrumentalisé, éventuellement par un côté, voire par l'autre. Ça dépend. C'est Mitterrand, d'ailleurs, qui avait d'abord donné son essor au Front National, pour des raisons de calcul très claires. Il fallait diviser la droite. Bon. Ça, c'est un rôle, évidemment, dont se contentait le père. Donc Jean-Marie Le Pen, lui, ça lui convenait assez bien. Finalement, il servait d'alibi au système. Je pense que le système évitait de trop le détruire, puisqu'il fallait qu'il continue à exister. Et lui se contentait de ce rôle-là. Tous les 5 ans, il avait son grand show. Puis entre deux, parfois il n'existait pas, plus ou moins. J'ai une autre vision maintenant de ce qu'est en train de faire Marine Le Pen. Marine Le Pen, forte de son résultat du premier tour, devient évidemment incontournable pour le deuxième. Donc, on s'aperçoit que tout à coup, Sarkozy, il est plus le péniste que Marine. C'est quand même assez étonnant. Quand on prend le discours de Sarkozy depuis quelque temps, Marine Le Pen semble presque modérée à côté. Alors attention, ça donne quand même une autre tonalité à toute la politique à droite. Moi, je pense que Marine Le Pen, et elle a lancé cette idée d'une éventuelle préférence française, changer le nom du préférence nationale, donc de changer l'idée du Front National contre la résistance éventuellement de son père, pour essayer de créer des ponts, parce qu'elle a bien compris que si elle continue comme ça, et elle continue la politique telle que son père l'a définie, eh bien elle restera toujours dans ce rôle d'épouvantail qu'on sort de la boîte tous les 5 ans. Si un jour elle veut vraiment pouvoir influencer la politique, voire accéder à la plus haute fonction, il lui faut créer une sorte de front uni à droite, quelque chose de républicain et de souverainiste. Alors, cette idée-là, elle est en train de la lancer, on voit qu'elle va dans ce sens, elle pratique un discours beaucoup plus acceptable et consensuel, en tout cas que celui de son père. Mais il y a une condition, et c'est pour cette raison qu'à moins d'un sursaut, une extrémiste du peuple français en se disant on ne va quand même pas descendre trop vite aux enfers, c'est pour cette raison que Hollande sera élu, parce que Marine Le Pen a tout intérêt à ce que Sarkozy ne le soit pas. Est-ce que c'est pas problématique ça pour... Ça veut dire qu'elle joue la politique du pire, c'est-à-dire que avec Sarkozy elle se dit on a vu ce qu'il vaut, il ne vaudra pas plus les 5 ans suivants. Donc c'est la gangrène lente. La France descend, mais gentiment, lentement. Avec Hollande, l'avantage c'est que c'est rapide. Et quand c'est rapide, ça se ressent beaucoup plus fortement dans la population. Donc c'est un électrochoc qui peut permettre de remettre en question le fonctionnement global actuel et d'aller vers autre chose. Bien. Pour ça, il faut qu'elle soit en même temps qu'elle crée cet électrochoc, donc il faut que Sarkozy soit pas réélu et que l'UMP ensuite vole en éclats. Et ça, je pense que c'est programmé. Si Sarkozy n'est pas réélu, vous verrez, l'UMP, ça va très très rapidement voler en éclats, et une partie est récupérable par Marine Le Pen. Elle va récupérer certaines autres petites chapelles de droite, etc. Elle va fédérer tout ça, et elle attend que Hollande fasse ce que tout le monde attend de lui, qu'il mette la France dans la merde, quoi. Donc, elle est déjà, mais bon, on peut encore l'appuyer plus profondément. Je veux dire, c'est rare de voir un peuple qui vote pour un remède qui est pire que le mal, donc, ou bien qui va très très rapidement renforcer le mal. Ça, c'est assez saisissant, parce qu'il n'a pas les instruments pour améliorer les choses, en aucun cas. Je ne comprends pas comment, à partir du programme politique qu'il nous présente, il pourra sortir la France de la mouise. C'est vraiment impossible. Déjà pour Sarkozy, c'est pas évident, mais pour l'autre, c'est carrément impossible. Et là, ensuite, elle va bénéficier. C'est clair qu'à un certain moment, déjà aux prochaines régionales, législatives, ou comment ça s'appelle, voilà, elle va bénéficier. Donc vous y croyez alors à Marine Le Pen?
Bah, la situation, lui est favorable par les erreurs qu'a commises Sarkozy, dont le bilan n'est pas si mauvais. Mais il a fait des erreurs de style, et en France, ça ne pardonne pas. On connaît un peu la France maintenant, il me semble qu'il a désacralisé cette fonction de présidence. Il paraît comme un petit pantin désarticulé, ou gesticulateur, ou agité, etc. Et on veut, dans la fonction du président, une certaine dignité, une certaine prestance, une certaine... Et alors, sa voix, elle est parfaite. Donc s'il y avait que la radio, ça irait. Mais il y a le visuel, ça reste un abo, c'est un problème. Et alors s'il avait en compensation une incroyable sagesse intérieure, mais s'il l'avait eu, bah, il ne se représentait plus, et puis il lançait Fillon, et Fillon était élu. Voilà, mais cette sagesse-là, il ne l'aura jamais. Donc c'est des gens ambitieux qui finalement ne font de la politique que pour eux-mêmes. Et alors si Sarkozy n'est pas réélu, c'est donc Hollande sera élu, et donc a priori tous les pouvoirs seront à gauche, vraisemblablement l'Assemblée nationale, le Sénat, les régions, la présidence de la République, une grande partie des médias. Ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Eh bien, c'est que lorsque ça va s'effondrer, ils seront tous responsables. Là, ils ne pourront plus dire que c'est les autres. Donc c'est clair qu'ils vont devoir assumer. Et là, ça va faire très mal. Et ça va être rapide. Ce coup-ci, ça va être rapide. C'est pas une gangrène lente. Quand Mitterrand avait pris pouvoir en 81, la situation de la France était encore relativement viable. Donc, les premières mesures de Mauroy, là, qui étaient complètement idiotes, ils ont très très vite dû revenir en arrière, n'ont pas eu de répercussions carrément vitales. Hein. Mais là, actuellement, ça ne pardonne pas. Donc ça va être très très rapide. Et il y a une accélération de l'histoire quand même, à laquelle on assiste. Donc voilà, je pense que... mais c'est pas joué. Hein. Je ne suis pas encore totalement convaincu que Hollande le fera. Hein. J'ai comme l'impression qu'il y a quand même dans les peuples tout à coup une sorte de sursaut de... comment dire, d'instinct de survie, où on se dit, non, attends, quand même, on n'aime pas Sarko, mais entre la peste et le choléra, non mais ce qui est dramatique, c'est pas ça, c'est de devoir choisir entre la peste et le choléra, c'est que le système français soit réduit à ça, qu'à un certain moment, on ait le choix qu'entre ça, qu'on n'ait pas le choix entre un bon et un encore meilleur que lui, ce qui devrait être le but. C'est d'avoir le choix entre deux personnes exceptionnelles, personnalités hors du commun, des personnalités avec des modèles différents, sont des phares hein, qui permettront... Non, là c'est... d'un côté, il faut éviter la catastrophe programmative, hein, puis de l'autre côté... un type qu'on haït du plus profond parce que vraiment, bah voilà, il a fait tout ce qu'il fallait pour faire faux, il l'a fait. Le choix est quand même limite, hein. C'est quand même incroyable. C'est un choix par défaut, c'est terrible. Et alors, certains disent que la véritable révélation de cette élection, c'est pas Marine Le Pen, puisque finalement, si on ajoute les scores de son père et de Bruno Maigret en 2002, on arrivait à peu près au score de Marine Le Pen, mais ce serait la montée de Jean-Luc Mélenchon, qui a donc appelé à voter Hollande au deuxième tour, sans traîner les pieds. Donc, est-ce que ça vous évoque ce retour des communistes au plus haut niveau politique ? Oui, bon, si Hollande prend le pouvoir, ça veut dire qu'une partie du pouvoir, je pense, va devoir être accordée aux communistes. Et ça, c'est vraiment incroyable. Non, mais moi, je suis effaré. Vu de la Suisse, c'est tout simplement surréaliste. Vous avez vous avez écouté des meetings de Jean-Luc Mélenchon ? Ah oui, non, mais j'ai écouté son message. Non, mais c'est incroyable. Tous les fantômes qu'on croyait vaincus ressortent de la tombe. Je veux dire, si on reproche à Marine Le Pen d'être d'extrême droite, entre guillemets, mais lui, c'est quoi alors ? Non, mais c'est du copier-coller, c'est du stalinien, ça. Alors évidemment, par contre, il faut lui reconnaître, c'est un tribun, c'est un orateur, c'est d'ailleurs là-dessus que ça se joue, et on s'aperçoit de l'effet néfaste des médias modernes, c'est-à-dire de la télévision, de l'image, la capacité de certains, parce que ce sont des orateurs hors pair, de manipuler la grande masse, qui est nourrie à l'image, qui n'a plus la distance critique, qui n'a plus ni les connaissances, parce qu'on a détruit le système scolaire, ni la volonté finalement de réfléchir de manière critique et de réfléchir par soi-même. Et alors ces gens, évidemment, sont les victimes du joueur de flûte de Hamelin. Hein. On joue aux flûtes, tous les rats vont se noyer dans la rivière. J'ai un peu l'impression qu'on assiste à cela. Dans le temps, un politique essayait de convaincre des électeurs
La technique moderne consiste à créer l'électeur avant, pour qu'un jour, ayant été formaté, il vote comme on entend qu'il vote. C'est terrifiant ce qui est en train de se passer. Et malheureusement, Mélenchon, pour moi, c'est vraiment l'expression de cela. Par contre, soit le vote de Mélenchon, soit le vote de Marine Le Pen ont un point de commun, c'est le refus de la mondialisation. Alors, il y a plein de gens qui vont nous dire que la mondialisation, c'est fabuleux, c'est extraordinaire, etc. Oui, mais il y a pas mal de cadavres sur le bord du chemin. Donc, il y a plein de laissés pour compte. On ne peut pas empêcher les échanges internationaux de se démultiplier vu la rapidité des communications, vu Internet, les avions, etc. Par contre, qu'on garde un œil, je vois la Suisse le fait partiellement, sur l'économie de proximité, qu'on essaye quand même de ne pas détruire le tissu régional au détriment de multinationales qui viennent, prennent et partent. Bon, ça veut dire que l'argent doit circuler dans des cercles concentriques qui se compensent l'un l'autre. Ça, c'est une économie saine. Picsou, c'est terrible. Picsou, il est assis sur son argent, l'argent ne bouge pas. Donc c'est stérile. Donc l'argent doit être en circulation. Mais il doit être en circulation dans des cercles qui se complètent les uns les autres. Mais ça doit chaque fois être des cercles fermés. L'argent doit tourner dans ce cercle. Et des régions, des logiques de ce type-là sont à figure humaine. C'est-à-dire que moi je vais chez le boulanger envoie ses enfants dans l'école chez moi, etc. Quand il y a des clients, je les envoie chez l'hôtelier du coin, j'achète le vin du vigneron. Et on se soutient ainsi. Je trouve que c'est pas une mauvaise chose, ça. Moi, j'y trouve tout à fait un intérêt, parce que ça permet une vie digne à chacun. Et donc, si moi je suis bien, économiquement, psychologiquement, etc., et que mon voisin l'est aussi, tout le monde est gagnant. Par contre, croire qu'en faisant venir de l'extérieur un quelconque rapace qui vient, fait le travail, prend la mise et repart avec, là vous cassez ces cercles et vous créez des déséquilibres. Il y a toujours des laissés pour compte dans ce système. Mais la croissance aujourd'hui, elle est à l'export, elle est en Chine, en Inde, dans tous ces pays. Oui. Et vous avez des multinationales en Suisse, Novartis. L'export vers la Chine, ouais, je vois on exporte évidemment, mais on doit exporter vers des endroits où les gens... Nous aussi, nous importons des choses, bien sûr. Alors, ce que nous ne pouvons pas produire nous-mêmes, par exemple, nous n'avons pas d'industrie automobile en Suisse. Alors, on importe de l'automobile. Pas Swatch. Oui, un petit peu. La Suisse, oui, mais la Swatch, ah oui, non, mais c'est des épiphénomènes. Non, mais je parle le gros du parc automobile en Suisse, on n'a rien, on a vraiment rien. Puis la Swatch, c'est pas un épiphénomène. Donc ce qu'on ne produit pas, par exemple, voilà, ici, les bananes ne poussent pas, donc on importe des bananes. D'accord, on est bien d'accord, c'est clair. Mais il y a des branches de l'économie qui sont traditionnellement implantées chez nous, qui sont assez fortes. C'est grave lorsqu'un pays se déséquilibre et qu'il passe à la monoculture. On a vu la monoculture du café, ce qu'elle a représenté pour le Brésil dans les années 70, où ce pays a été ruiné parce qu'il est passé d'une polyculture florissante à une pure monoculture. Avec l'effondrement du prix du café, ce pays s'est retrouvé ruiné et ça a fait grossir simplement les gens qui ont afflué dans les favelas. Et vous avez un dépeuplement des campagnes. C'est pas un équilibre souhaitable, c'est pas une évolution souhaitable. Donc l'export, oui, je ne suis pas contre l'export. Je dis juste qu'il faut des garde-fous pour certaines branches économiques qui nous tiennent à cœur. Je donne un exemple pour la Suisse, c'est l'agriculture de montagne. Il est clair que quand on prend les Alpes, je prends les Alpes valaisannes où je vis, ça culmine à 4500, 4800 mètres, même proche des 5000 mètres, et puis ça descend jusque vers, au niveau du lac Léman, c'est à 380, et puis Sion, où je suis, c'est à 600 environ, 580. Voilà, ça se situe là. C'est tout pentu. Ce sont toutes des petites parcelles accrochées au flanc des montagnes, difficiles d'accès, difficiles à être exploitées. Alors si vous mettez cette agriculture-là en concurrence directe avec les grandes surfaces planes et industrialisées, avec une économie, une agriculture industrialisée de l'Union européenne, vous êtes mort. Vous ne pouvez pas concurrencer au niveau du prix. Donc j'estime qu'il est normal qu'un pays comme la Suisse protège cette agriculture de montagne qui représente une plus-value
soit au niveau de l'entretien du paysage, la sécurité, parce que les prairies de haute montagne qui sont fauchées, etc., sont moins sujettes à provoquer des avalanches l'hiver, etc. Il y a différents aspects de ce type-là. Et puis, il y a la traçabilité des produits, parce que c'est de l'agriculture intégrée. Donc, les produits sont de haute qualité. Ce ne sont pas des poules en batterie, puis des animaux traités et puis nourris à la farine animale, etc. C'est vraiment encore des produits d'une valeur ajoutée. Moi, je suis d'accord de payer plus. C'est pas ça qui va me ruiner, c'est pas le panier de la ménagère qui me ruine au fond dans mon budget familial. Alors ce genre de choses, oui, un pays peut décider souverainement de le protéger. Alors le problème c'est que l'Union européenne, elle, tout est coupé à la même hauteur, c'est le champ de blé, c'est la diversité du champ de blé. Un blé ne ressemble à rien de plus qu'un autre épi de blé, quoi. Et vous avez aussi des emplois qui sont créés localement par des entreprises étrangères, donc ça apporte aussi de la richesse à la Suisse. Oui, alors ça, je vais vous dire ce que ça provoque. Ça provoque que ces gens-là, il faut leur accorder des bénéfices, des avantages fiscaux tels que finalement ils rapportent au niveau des impôts, pour ainsi dire, ils créent des places de travail, et puis dès qu'il y a une autre place de production plus favorable, ils disparaissent. On a eu des cas maintenant, ces dernières années, très évidents en Suisse. En plus, ils font monter horriblement le prix du terrain. Donc je peux vous dire, une famille suisse normale, elle peut quasiment plus vivre à Genève, parce qu'elle n'arrive plus à payer le loyer. Vous avez des phénomènes secondaires qui sont extrêmement défavorables. La création d'entreprises, s'il y avait la réciprocité, que nos entreprises suisses pouvaient éventuellement obtenir des marchés en Italie du Nord, etc., mais là vous n'accédez pas, il y a de telles barrières bureaucratiques qui vous sont mises sur le chemin que vous n'avez aucune chance d'aller planter un clou dans le nord de l'Italie. Donc l'échange n'est pas réciproque. Je pense que ce qui s'est passé au niveau des grandes unités de production lors du monumentalisme qui a prévalu, disons à partir des années 80, où on ne jurait que par les multinationales, par les énormes usines, ces mammouths démultipliés, démesurés, qui ont tous fini par mordre de la poussière, tout comme les entités politiques qui avaient ce même défaut. C'est pas pour rien que les dinosaures ont fini par disparaître. Donc, on s'aperçoit que les PME, les petites et moyennes entreprises, survivent beaucoup plus facilement. Pourquoi ? Parce qu'elles ont un avantage, elles sont flexibles. S'il y a un tissu économique à soutenir, et c'est le 95% du tissu économique en Suisse, ce sont les petites et moyennes entreprises, mais qui, elles, ont un avantage. Elles sont socialement responsables, elles sont ancrées dans le territoire, donc elles ne peuvent pas délocaliser aussi facilement et ne peuvent pas donc surseoir à leurs responsabilités sociales. C'est pour cette raison que les petites et moyennes entreprises me sont beaucoup plus sympathiques que les grands mastodontes. Voilà. Et donc pour revenir et conclure sur les élections françaises, donc si la gauche passe, comment la Suisse réagira selon vous ? Alors nous, on ne va pas tellement réagir, on va simplement souhaiter la bienvenue à tous les exilés de France qui ne vont pas manquer à affluer. Donc beaucoup de gens vont tout simplement venir vivre en Suisse même, je pense. Un certain nombre de Français vont venir vivre en Suisse. Il y a un certain nombre de capitaux qui vont aller vers la Suisse, même si la France va tout faire évidemment pour éviter ça. Mais la fuite des capitaux sera inévitable, elle aura lieu. Ils ne pourront pas tout contrôler. Et le problème le plus important, c'est ce que j'ai exprimé il y a quelques jours à la télévision en Suisse quand on m'a interrogé sur ce sujet. Quel entrepreneur va-t-il encore trouver l'énergie, la volonté, l'enthousiasme pour créer une unité de production en France avec les mesures que Hollande est en train d'annoncer? Il est masochiste s'il fait ça. Donc, toute personne française désireuse de créer quelque chose, disposant d'un certain dynamisme, d'un certain activisme, va le faire ailleurs. Ça va être la destruction définitive de la France en tant que pays industrialisé. Donc, et puis alors avec la dette abyssale qui leur pend au nez en plus, comme je vous ai dit, je ne vois pas comment cette personne, avec ce que je sais d'elle, avec son programme, c'est quelqu'un qui est parfaitement ancré à gauche, hein, c'est vraiment la pensée socialiste, vraiment à la limite communiste, avec en plus
l'obligation de donner quelques pans de pouvoir à des types comme Mélenchon, je ne vois pas comment, à moins de transformer la France en dictature, hein, une sorte de Corée du Nord, bon, alors à ce moment-là c'est clair, on peut essayer de survivre sur la base de d'autres règles. Mais ça va être des conflits sociaux à n'en plus finir, une paupérisation, une destruction des classes moyennes. La pression pour la Suisse ne sera pas que positive. C'est un peu Cassandre là, non? Parce qu'il y a des gens comme Manuel Valls, par exemple, dans l'entourage de François Hollande, entourage très proche, qui sont plutôt libéraux, plutôt assez proches de vous, non? Ouais, bah alors ils vont être cassés par leur propre électorat. Parce que leur électorat, c'est pas ce qu'il attend. Et j'ai l'impression que ces gens-là, très rapidement, ils s'apercevront qu'ils seront dans... Moi je veux dire, si Hollande est élu, j'aimerais pas être dans sa peau. Non, mais ça va être terrible pour lui. Vous verrez, je donne 2 ans, et vous verrez ce que je viens de dire là, ça verra comme étant tout à fait juste. Hein. Donc il sera dans une situation mais absolument catastrophique lui-même. Il ne saura plus que faire, il ne saura plus à quel sens vouer. Parce que c'est sa propre... Ceux qui l'ont porté là ne le portent pas par enthousiasme, c'est par défaut. On vote Hollande pour ne pas voter Sarkozy. C'est pas là-dessus qu'on construit une relation de confiance entre un dirigeant d'un pays et son électorat. Alors passons de Hollande à la Hollande, puisque donc votre ami Geert Wilders a une actualité lui aussi. Il a fait échouer un gouvernement pour résister aux pressions, selon lui, de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous avez suivi ça? Qu'est-ce que ça vous évoque? Oui, bon, alors, donc, au fond, c'était un vote de confiance qui a mal tourné pour le gouvernement minoritaire, donc qui ne subsistait qu'à travers la volonté de Geert Wilders. Bon, je pense que Geert Wilders fait ses calculs. J'imagine qu'il pense pouvoir augmenter son capital action lors des élections anticipées qui vont devoir être organisées, je crois, sur la fin de l'année. La question qui fâchait, c'était justement de savoir si le contribuable, finalement, le contribuable hollandais devait continuer à payer pour une dette européenne abyssale et puis finalement compenser par ses impôts l'incurie de la gestion des Grecs. Donc c'est cette question qui se pose d'ailleurs pour les Allemands, qui se pose un peu pour tous les pays du nord de l'Europe. Et Geert Wilders, qui a un volet social, ce que j'ai toujours répété, il a un fort volet social dans son programme politique, c'est pas quelqu'un de droite économiquement, c'est quelqu'un de très centriste. Libéral quand même. Ouais, mais pas de droite. C'est pas un ultralibéral. Donc sur les questions sociales, il est même du centre-gauche, hein, très clairement. Et là où le bas blessait, c'était que on s'attaquait aux rentes des personnes âgées. Avec une diminution donc des rentes assez douloureuse pour pouvoir correspondre aux critères qu'impose l'Union européenne de manière uniforme à tous les pays. C'est d'ailleurs le grand problème. Quand je vous parlais des mastodontes, le mastodonte, le problème qu'il a, c'est qu'il n'est pas flexible. Étant trop vaste, trop grand, démesuré, il est rigide. Alors, vous ne pouvez pas gérer l'économie grecque, si on peut parler d'économie, comme l'économie allemande. Vous ne pouvez pas gérer l'électorat grec ou l'ouvrier grec, comme vous gérez l'ouvrier allemand, comme vous gérez l'ouvrier français, portugais. Ce sont des entités historiques qui sont bâties sur des particularités qui sont si distantes les unes des autres qu'en mettant tout sous la même coupe réglée, vous détruisez plus que ce que vous créez. Et c'est exactement ce que l'Union européenne est en train de vivre maintenant. Et alors, autre question sur Geert Wilders, et vous-même, a priori, on vous entend moins parler tous les deux d'islam. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Bien, nous, pour le moment, tant que l'islam n'impose pas de nouvelles exigences concrètes en Suisse, pour le moment, le signal de la société civile a été clair. À travers les minarets, on a passé un signal. On dit, voilà, vous ne construirez pas ces minarets. En tous les cas, tant qu'il n'y a pas de réciprocité avec des pays comme l'Arabie Saoudite, etc., vous oubliez. Vous ne prendrez pas en otage l'espace public. Voilà, le message est compris. À partir de là, pour nous, la situation est réglée.
Maintenant, j'avais essayé de faire passer au Parlement une interdiction d'avoir le visage voilé dans certaines situations de vie, comme quand on doit signer un acte officiel ou bien devant un contrôle de police, ou bien lors de manifestations, ou bien quand on est dans les transports publics et qu'on a un abonnement, on doit pouvoir prouver que l'abonnement effectivement correspond à la personne puisque c'est personnel, etc. La Chambre du peuple a dit oui, donc j'ai fait passer ça au Conseil national. Le Conseil des États a refusé. Alors nous attendons encore le mois de juin, éventuellement nous allons lancer une initiative populaire. Je pense devant le peuple, on a franchement de très très bonnes chances de gagner parce que ça procède tout simplement du bon sens. Voilà, c'est une des mesures que nous envisageons. Il y a peut-être une deuxième mesure sur laquelle je travaille maintenant et à laquelle je réfléchis, c'est le contrôle des financements de la construction de nouvelles mosquées, etc. Parce que le problème, c'est que celui qui paie commande. Et lorsque celui qui paie est un mouvement islamiste extrémiste, type salafiste, etc., les wahhabites ou les frères musulmans, là ça pose un problème parce que ce ne sera pas un islam cherchant à s'intégrer, ça sera un islam conquérant, forcément. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut pas, nous, de communautarisme, on veut pas de parallélisation de société. Donc, de faire ce qu'a fait la Norvège l'a fait. Ils voulaient construire une énorme mosquée, je crois, à Oslo. Et puis là, le gouvernement a mis le haut là parce que c'était payé uniquement par des fonds de l'Arabie Saoudite, par les Wahhabites. C'était avant ou après Breivik, ça? Je crois que c'était juste avant, ouais, c'était un peu avant. Bon, fois, c'était avant. Ouais. Bon, Breivik, c'est vrai, c'est idiot. Mais... Et puis c'est clair que les médias l'ont exploité à mort, hein, beaucoup plus que celui qui a fait son attentat en Hollande ou à Bruxelles, ou c'était dernièrement. Il a quand même tué quelques personnes, puis celui de France. Bon, celui de France, on l'a quand même, parce qu'il y avait un intérêt électoral. Hein. Celui de Hollande, on l'a quasiment pas entendu parler. On n'a en tout cas pas accusé tous les socialistes du continent d'être responsables de ce crime. Alors que moi, on m'a accusé d'être responsable de ce tireur fou. Je trouve ça aberrant. Parce que jamais de ma vie je ne prendrai la violence, jamais je prendrai des moyens de combat qui sortent du cadre de l'état de droit. Tout être humain, quelles que soient ses convictions, même le musulman le plus intégriste mérite respect. Par contre, on est obligé à un certain moment de dire à ce monsieur, non, ici nous sommes en Europe, on ne bat pas sa femme, on ne force pas sa fille d'épouser le mari qu'on lui a choisi, etc. Donc on a le libre choix de la religion, etc. Même si des Suisses de souche, comme des Français de souche, battent leurs femmes, évidemment. Oui, mais là, ils sont très clairement contre la loi. Ils n'ont pas d'argument religieux qui motive la chose. Hein. Donc là, c'est au nom de la religion. Ils diront, bah, attendez, dans la charia, c'est clairement défini, je peux le faire. Non, la charia, il y a quand même des zones grises. Chez nous, ça ne s'applique pas. Hein. D'accord, chez vous, faites ce que vous voulez, mais pas chez nous. Ça, c'est réglé. Et alors, donc, selon vous, pourquoi Geert Wilders part-il moins d'islam qu'avant ? Parce qu'il avait quand même dit c'est minuit moins 5, non, mais l'islamisation remporte. Moi je suis beaucoup sur internet tout ce qui se passe. Ça continue à être un thème qui inquiète beaucoup. Et lui aussi. Hein, c'est simplement peut-être que la longue procédure qui a amené au procès, même s'il a été disculpé, il a été acquitté, donc il a peut-être mis un peu d'eau dans le vin. Vous savez, les médias ne parlent de vous que lorsque vous leur donnez du sucre à moudre. Hein. Si vous êtes mesuré dans vos propos, ça n'intéresse pas les médias. Ils s'intéressent toujours lorsque vous allez au-delà, juste vous titillez la limite et puis que ça pourrait faire un scoop. À ce moment-là, ils parlent beaucoup. Alors, Geert Wilders avait eu des propos très clairs sur le Coran, qu'on peut juger excessifs. Ça, évidemment, ça lui fait une couverture médiatique totale. Dès le moment où son propos défendant le même contenu devient modéré, ça n'intéresse plus les médias. C'est malheureux, parce que les médias, au fond, créent l'extrémisme qu'ils contribuent à créer, qu'ils contribuent à soutenir. Donc, et à dénoncer derrière. Et à dénoncer. Oui, c'était ça que je voulais dire. Oui, c'est ça. Donc il le crée et il le dénonce. Il force ces mouvements politiques à justement sortir ces éléments excessifs pour ensuite les dénoncer. Mais s'ils n'exagèrent pas leurs propos, les médias n'en parlent pas. C'est le silence radio complet. C'est difficile, je connais ce mécanisme, c'est horriblement difficile de s'en sortir. Peut-être faut-il réguler les médias comme on régule le marché. Ouais, mais si vous régulez les médias, le problème que vous avez, c'est
qui régule, celui qui régule a des intentions, et puis c'est toujours, en tendance générale, le système en place qui régule les médias. Donc pour moi, c'est pas une solution. Il faut avoir une instance indépendante, Ouais. nommée avec des citoyens, des responsables, des experts, etc. Ouais. C'est les permis de rêver. Les permis de rêver. Non, ce qu'il faut, c'est une diversité des médias. Il faut éviter la cartélisation. Il faut éviter que quelques grands groupes, c'est ce qu'est le cas en Suisse, vous avez 3 grands groupes de presse qui dominent toute tous les médias en Suisse. Et ça, c'est un problème. Y compris celui de Blöcher. Non, lui, il est indépendant. C'est indépendant. Lui est indépendant. Avec la Weltwoche qui tire quand même... La Weltwoche est indépendante. Et donc c'est un journal qui n'existe pas lui-même, qui est en main de Roger Koppel, journaliste indépendant. Il a quelques financiers, mais ils n'ont pas la majorité des actions. C'est lui qui détermine quand même le jeu. Et c'est le seul journal, d'ailleurs, il embête tout le monde. Parce qu'il est systématiquement en porte-à-faux avec les autres. Et je trouve ça extraordinaire. Heureusement qu'on a la Weltwoche, mais malheureusement c'est qu'en allemand. On n'a rien de comparable en Suisse romande. Hélas. Alors, dernière question, est-ce qu'il y a quelque chose d'important que vous souhaiteriez dire aux Français? Bien, écoutez, je me réjouis d'accueillir un maximum de Français chez nous après je sais pas c'est quand la date le 6 mai. Évidemment, la Suisse étant une terre d'accueil, nous sommes tout à fait réjouis d'accueillir chez nous, surtout des gens qui seront, je pense, parmi les plus dynamiques de la classe ouvrière française, parce que s'ils quittent la France à ce moment-là, si Hollande devait être élu, eh bien, c'est qu'ils espèrent pouvoir justement être dynamiques dans de meilleures conditions. Donc la France va se priver de citoyens de premier plan, comme l'avait connu la France lorsque Madame la reine de Médicis, Catherine de Médicis, a massacré les Huguenots, et que Genève a profité d'un afflux massif des Huguenots qui ont créé la richesse de cette ville. Donc, vous voyez, on retrouve quelque part toujours l'histoire qui se répète, avec moins de sang, avec moins de violence, avec moins de têtes coupées, mais les effets restent les mêmes. Mais vous, le bon patriote suisse, allez accepter ces mauvais patriotes français? Je pense que c'est des esprits libéraux, c'est des esprits qui ont tout à fait le droit, puisqu'on a voulu la libre circulation. Beaucoup de Français qui vivent en Suisse sont naturalisés, sont d'excellents citoyens suisses. On n'a jamais fermé nos frontières à cela. Le seul problème qu'on va avoir à terme, ça c'est un problème qu'on a en Suisse, c'est qu'actuellement on approche les 8 millions. La population a augmenté de manière drastique depuis l'introduction de la libre circulation. C'est un pays de 42 000 km². Donc 42 000 km². Avec beaucoup de montagnes. La France en a, et puis avec beaucoup de montagnes. Donc vous avez en plus, je dirais, une bonne moitié du territoire qui n'est pas habitable. Et vous prenez la France à côté qui fait dans les 500 et quelques 1000 km², qui compte 60 millions d'habitants, un peu plus maintenant 68 millions. Nous, on est 8 millions pour un territoire, vous voyez, l'exiguïté. Donc 20 000 km² habitables. Il y a un problème de tout simplement pas avoir les infrastructures adaptées à cet afflux-là. Déjà actuellement on est dépassé, donc vous avez des bouchons de plus en plus importants sur l'autoroute ici. Il faudrait une autoroute à 3 voies depuis longtemps, au niveau des trains, au niveau des gares, au niveau des infrastructures, au niveau des constructions. Et le paysage, qui est une des forces de la Suisse, est en train d'être malheureusement mise à mal par cet afflux massif. Parce qu'on ne peut pas les loger dans des tentes, on est obligé de créer des infrastructures. Alors les écolos qui veulent ouvrir toutes les frontières, mais qui d'un autre côté veulent protéger le paysage, franchement sont d'une contradiction affligeante. Donc vous vous dites, bienvenue à tout le monde, et on va construire. De toute manière, le peuple ayant voté pour la libre circulation, on ne va pas pouvoir l'empêcher, à moins qu'il y ait tout à coup une réaction fondamentale et qu'on passe à une nouvelle élection, à une nouvelle votation, à une nouvelle initiative, et qu'on remette tout ça en question. Mais je pense que la remise en question de nos rapports avec l'Union européenne, vraiment la remise en question fondamentale aura lieu le jour où, pas trop lointain, je pense, où l'Union européenne se sera effondrée. Oscar Freisinger, merci. Merci.